Bon allez, je voulais montrer ce sondage. Vous l'avez vu ce sondage? Vous l'avez tous vu. Donc je vois encore la version de Drakeos. Hein. Drakeos, quand il y a des sondages, il aime bien faire ses petits visuels comme ça. C'est lui qui les fait lui-même. Et en vrai, c'est assez bien pour les visualiser. Je trouve que c'est un peu ce qui se fait de mieux. Puis c'est pas tombé dans les échelles du coup, contrairement à certains. Comme France Info. Méluche, ouais. Alors attendez, juste question. Vous avez confiance dans les sondages, vous? C'est IFOP, hein. IFOP pour têtu, IFLOP. Ah, c'est l'Institut de sondage au pif. Là, je m'adresse aux insoumis du chat. Vous croyez pas les sondages? C'est de la merde, c'est de la propagande les sondages à chaque fois. Ils font exprès de faire n'importe quoi. Voilà. Jamais, non, bah du coup on regarde pas ce sondage. Non, bon, croyez pas les sondages, bande de camarades. LFI ne sera pas au second tour. J'ai confiance qu'au pif, sous-estimer de 5 à 10 points, c'est facile à comprendre. Ok. Ils ont versé les 2 premiers candidats. Tu penses? Moins d'1 an avant, c'est exceptionnel. Non mais je sais pas, parce que moi j'ai vu plein de gens qui d'habitude disent en permanence les sondages c'est de la merde, croyez pas les sondages, IFOP. Ridicule. Et là pour le coup, ils ont bien partagé le sondage, ils étaient en mode genre vous avez dit, la prophétie se réalise, la prophétie, merci IFOP de confirmer notre prophétie. Mais alors d'habitude non, d'habitude vous êtes des menteurs, là ça va. Ça me fait un peu rire, après c'est la politique sur internet, hein. C'est comme ça. Hein. Les sondages c'est de la merde, et Mélenchon est sous-estimé, c'est logique, oui. Mais malgré ça, je trouve que là, il a plus tourné que d'habitude le sondage quand même. Mélenchon, il est à 80% au premier tour. Ouais, je pensais ça, ouais. Ça va être ça. Le sein graphique, ouais. La pas du tout m'avait prévu. D'ailleurs, avant le sein graphique, personne n'avait pensé à l'éventualité d'un second tour Mélenchon-Bardella avant l'apparition du sein graphique. C'est eux qui l'ont inventé de A à Z du tout début. Non, c'est pas vrai. À gauche, on est plein à dire ça depuis longtemps. Bref, peu importe. J'avais donné les graphiques de merde de France Info à mes élèves en cours de stats. Oui, c'était marrant ça. Ça, c'était vraiment marrant. En plus, moi, j'avais l'explication de pourquoi le graphique était daubé comme ça. Et tout le monde s'en est battu les couilles. Voilà. J'ai fait un petit peu de débunkage pour expliquer à quel point où est-ce que c'était situé l'erreur. J'avais été cherché, j'avais été trouvé. C'est en mode ils ont pris la représentation d'une autre hypothèse du même sondage. Et en gros, ils ont gardé les barres, la hauteur des barres de l'autre hypothèse en changeant d'hypothèse. Et du coup, ça fait que ça n'a pas de sens. Et je l'ai démontré par A plus B. C'était genre démontré. Indiscutable ce que j'ai dit, tout le monde s'en est battu les couilles. Y a pas tous les candidats potentiels aussi, non? Genre l'après? Non, mais on s'en bat les couilles de ce sondage de merde, ne croyez pas les sondages. Ne croyez pas les sondages. Non, mais enfin, en vrai, Bardella, il risque d'être bien plus bas que ça. Mais quand même, quand on compare à il y a 5 ans des sondages, le RN est de plus en plus haut, quoi. Bardella est favori pour 2027, je pense qu'on peut le dire. Ça veut dire qu'il va gagner, hein. Mais a priori, de la même manière que Macron était favori en 2022 en qualité de président sortant, et effectivement il a été réélu, et effectivement il était premier avec une assez bonne avance au premier tour, là le favori ça semble être Bardella quand même, on va pas se mentir, ne soyons pas d'élus, ça veut pas dire qu'il va gagner à la fin. Le sein graphique est pas bon alors? Si, le sein graphique est indiscutable, mais les voix du sein graphique sont impénétrables, donc je sais pas. Non, moi je suis... Non, moi le sein graphique, non, tout est vrai. Favori au premier tour et au deuxième c'est pas du tout évident. Oui. Évidemment. Bah, ça dépend face à qui, hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc un peu. Bon, alors là, du coup, c'est exacerbé, hein. Bardella va probablement être bien plus bas parce qu'il va faire une campagne de merde, il va se faire grignoter peut-être par un Retailleau ou quelque chose comme ça. Et Mélenchon va probablement être bien plus haut parce qu'il va faire une bonne campagne et voilà. Il va y avoir une dynamique de campagne qui va annuler cette photographie à l'instant T, qui en plus est déformée par la méthodologie d'IFOP qui parfois pue un peu la chiasse, de ce que j'ai cru comprendre. Bref, peu importe. Mais en tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc où ça fait un peu comme 2022, mais en inversé. 2022, il y avait Macron, favori, quasiment sûr d'arriver au second tour, enfin sûr à peu près d'arriver au second tour. Un président sortant qui arrive pas au second tour, bon, c'est pas trop arrivé dans l'histoire, quoi. Donc Macron était favori. Il avait de l'avance sur les autres. Et effectivement, dans les sondages, il avait de l'avance sur les autres. Dans les résultats réels de premier tour, il avait de l'avance sur les autres. C'était le favori. Il a fini par gagner. En vérité, il n'y a pas eu de grande surprise en 2022, à part que Mélenchon a fait bien plus que ce qu'on vendait à la base. Et je pense qu'effectivement, ça risque de faire pareil sur 2027. Il n'y a pas de raison. Après, il peut y avoir des dynamiques tout à fait différentes. Mais peu importe. En tout cas, voilà, il y avait Macron ultra favori. Ensuite, il y avait Marine Le Pen, seconde favorite, ou quand même c'était celle qui était un peu pressentie pour aller au second tour face à Macron. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. En vrai, c'est ce qui s'est passé. Le scénario le plus plausible, on va dire, en 2022, c'était Macron favori, président sorti,
sortant sera au second tour. Qui va aller se taper contre lui au second tour? Probablement Marine Le Pen, et perdre face à Macron. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça. C'est le scénario le plus plausible. Voilà. Et après, justement, l'enjeu pour Mélenchon, pour la France insoumise, une fois que la France insoumise a pris l'ascendant sur tout le reste de la gauche et que voilà, que la candidature de Mélenchon a bien pris parce qu'il y avait une bonne campagne, une solidité, etc., le but, l'enjeu pour Mélenchon, pour LFI, c'était de réussir à rattraper et dépasser légèrement Marine Le Pen pour que ce soit lui et pas Le Pen qui se tape face à Macron au second tour. Vous voyez? C'était ça en fait la dynamique en 2022. C'était pas mal ça, on pourrait quasiment presque la résumer à ça. Après, il y a plein de trucs qui sont passés, l'effondrement des autres candidats de gauche, les dynamiques de vote utile qui se mettent en place, Zemmour qui monte puis qui redescend parce que Marine Le Pen en fait garde sa place de leader de l'extrême droite, Valérie Pécresse qui était partie haut et qui a fait que s'effondrer tout du long parce qu'elle a fait une mauvaise campagne et parce que aussi Macron, elle était un petit peu écartelée finalement entre d'un côté Marine Le Pen et de l'autre côté Macron, ce qui fait qu'elle n'a pas réussi à prendre. Donc il s'est passé plein de choses. Mais en dernière instance, il y a eu 3 candidats principaux. Et l'enjeu, c'était qui va aller se taper contre Macron au second tour? Est-ce que ça sera Le Pen comme prévu ou est-ce que Mélenchon va faire la surprise? Voilà. On n'est pas du tout sur le même type d'élection. Oui, oui, je sais bien. Mais là, je trouve qu'il y a quand même un truc qui a un peu de cet ordre-là, mais à la place de Macron, c'est Bardella en fait. Bardella, on est quasiment sûr qu'il va aller au second tour, vous voyez. Il est quand même favori pour le premier tour. 36%, c'est probablement abusé. Mais s'il est surestimé de 10%, ce qui est quand même balèze de fou, hein, s'il est surestimé de 10% parce qu'il fait une campagne de merde, etc., qui finit juste à 23-24, bah il sera au second tour, quoi qu'il en soit. Je veux dire, voilà. Il y a quand même des très 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 bonnes chances que Bardella soit au second tour. Le RN est au second tour de la présidentielle depuis 10 ans, et le RN ne fait que monter, aux législatives, ils font des percées tout le temps. Pour moi, si Bardella n'est pas au second tour, c'est hallucinant, c'est une immense surprise. Et donc là, la question, un peu, du coup, c'est pareil. De la même manière qu'en 2022, la question, c'est alors, qui ira se taper contre Macron au second tour et qu'il y avait une dynamique de cet ordre-là? J'ai l'impression qu'il va y avoir une dynamique un peu comme ça en 2027, mais ça sera qui va aller se taper au second tour contre Bardella cette fois-ci. Ce qui veut dire que quand même Bardella est dans le rôle du favori et quasiment dans le même rôle que Macron président sortant en 2017, donc en 2022. Donc déjà, c'est extrêmement préoccupant et ça craint. Et du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez tous les autres candidats. Est-ce que Mélenchon, un peu comme Le Pen finalement en 2022, va avoir une base suffisamment solide et un cap suffisamment clair, on va dire, pour pouvoir arriver et avoir son second tour face à Bardella? Ou est-ce qu'il y a une dynamique au centre? Et quand je dis au centre, je mets ces 3-là au final. Hein. Je mets Glucksmann. Bon, après, c'est la droite, hein, Édouard Philippe. Mais voilà, c'est le bloc central, on va dire. Bloc central et les périphéries du bloc central. Ou est-ce que dans le bloc central, que je qualifierais de tout ça, il va y avoir une dynamique avec peut-être un vote utile qui se met en place pour qu'un des candidats du bloc central, au final, dépasse Mélenchon et que ça soit lui qui aille se taper contre Bardella au second tour. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là en termes de dynamique de campagne et de narratif même médiatique en 2027. Et je pense que tout ce beau monde-là, les Édouard Philippe, les Glucksmann, les Gabriel Attal, bon, Retailleau, c'est encore un peu différent. Justement, ça va être en mode genre, ne laissons pas les extrêmes, ne laissons pas la République aux extrêmes. Il faut qu'on aille au second tour, car nous, on va battre Bardella. Si c'est Mélenchon, il va perdre. Il y a déjà ce discours qui est là, quoi. Et donc, est-ce que, dans ce bloc central, on va dire, une candidature va émerger, prendre le vote utile, réussir à incarner ça pour doubler Mélenchon et aller se taper contre Bardella au second tour? Ou est-ce que Mélenchon va bien aller se taper contre Bardella au second tour? C'est la question que je me pose. Et en 2022, c'était un peu pareil. C'était en mode, bon, ça risque d'être Macron-Le Pen, mais il y a un monde peut-être où à gauche, quelqu'un arrive à incarner la gauche et dépasser Marine Le Pen pour que ce soit lui qui aille contre Macron au second tour. Et Mélenchon, en fait, a fait ça. Mélenchon a incarné ça. Yannick Jadot a fait moins de 5%, 1,7% pour Anne Hidalgo, Fabien Roussel dans les choux à 2% aussi. Et Mélenchon, bam, 22%. Ça n'a pas suffi à pas grand-chose, mais il aurait pu aller contre Macron au second tour. Vous voyez? Là, j'ai l'impression que c'est presque un peu Bardella dans le rôle de Macron. Je parle en termes de dynamique électorale, pas en termes d'idéologie. Hein. Mélenchon, dans le rôle de Le Pen, c'est peut-être le favori pour aller au second tour face à Bardella. Et le bloc central, est-ce qu'ils vont réussir à avoir une dynamique, une incarnation à même d'aller décrocher un second tour ou pas, qui sont un peu dans le rôle de la gauche en 2022, vous voyez? Donc, je pense qu'il va y avoir une dynamique un peu de cet ordre-là, sachant que la Macronie est un peu en pleine décomposition, qu'il y a même un monde où ça se scinde en deux, ce fameux bloc central. Est-ce que quelqu'un va parvenir à justement fédérer autour de lui l'électorat, on va dire, du bloc central, l'électorat du bloc bourgeois, on l'appelle aussi comme ça, pour aller au second tour face à Bardella, ou est-ce que ça va pas être suffisant et que Mélenchon va bien aller contre Bardella? Je pense qu'il y aura quelque chose de cet ordre-là, en fait, en 2027. Et quand on voit ces sondages-là, moi, c'est comme ça que je le ressens. Probablement que Bardella va faire beaucoup moins, probablement que Mélenchon va faire plus, mais ici, est-ce que quelqu'un va réussir à prendre une dynamique
et à devancer Mélenchon de la même manière que le but de Mélenchon en 2022, c'était prendre une dynamique et devancer Le Pen. Voilà, je me pose la question. Salut Jean Massier, comment ça va? Bon, dès que ça parle de dynamique électorale et de trucs comme ça, t'es là du coup. Il bénéficie d'un vote utile puissant aussi. De qui? De Mélenchon? Parce que du coup, le message, tu l'as posté il y a 10 000 ans, et comme j'étais en pleine tirade, je l'ai pas lu tout de suite. Il bénéficie d'un vote utile puissant. Bardella? Mélenchon? Je sais pas. Mais en tous les cas, moi j'ai l'impression que les trucs de vote utile, en fait, maintenant, depuis 2002, c'est bien installé les mécanismes de vote utile, quoi. Tout le monde vote pas utile, mais je veux dire, c'est assez déterminant, quoi. C'est assez déterminant. Et ça s'est vu à la dernière présidentielle, il y a eu 3 candidats principaux et les autres, ils étaient tous vraiment derrière, sauf Zemmour, qui est le seul qui a fait de plus de 5%. Mais sinon, c'était 3 candidats au-dessus de 20%, c'est assez inédit. Parce qu'en fait, Mélenchon a pris le vote utile, en tout cas, il a pris le leadership, on va dire, dans le bloc de gauche, le bloc NFP. Et du coup, il a bénéficié aussi d'une mécanique de vote utile, parce qu'il a réussi à incarner ça. Macron a fait ça pour le bloc central, et Le Pen a fait ça pour le bloc d'extrême droite, quoi. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc moi, je pense qu'il y a un enjeu ultra important pour l'élection de 2027, c'est est-ce que le bloc central va réussir à trouver un candidat qui incarne ce bloc central-là, un peu un genre d'héritier à Macron finalement, et qui arrive à justement bénéficier de ce vote utile et incarner ce truc-là suffisamment pour prendre en dynamique et performer, ou est-ce que en termes de bloc central, ça va se tirer dans les pattes en mode guerre de succession et faire prout? Si c'est le cas, Mélenchon, à mes yeux, il est quasiment garanti d'aller au second tour face à Bardella. Mais attention, peut-être que dans le bloc central, il y a un monde où il scinde en deux. Glucksmann fait, je sais pas, 12%. Édouard Philippe fait 12% aussi. Mélenchon, il a 19%. Et du coup, bah, hop là, second tour Bardella, Mélenchon. Il y a aussi un monde, peut-être, où, face au risque des extrêmes au second tour, dans le bloc central, au final, il y en a un qui prend le leadership sur tous les autres. Imaginons que Glucksmann se pète la gueule, Gabriel Attal, ça fait un peu prout, je sais pas si ça sera eux les candidats, hein, mais on prend cet exemple-là. Édouard Philippe, il arrive en mode c'est moi le bloc central, tout le monde l'a compris, vote utile maintenant, et du coup, il pourrait limite coiffer au poteau Mélenchon au dernier moment. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Je pense qu'il y aura quelque chose un peu comme en 2022, en termes de dynamique, avec Bardella dans le rôle de Macron, Mélenchon dans le rôle de Le Pen, et le bloc central dans le rôle de la gauche. Voilà. Je parle pas en termes d'idéologie, je parle en termes de dynamique de campagne, de comment on accède au second tour. Sachant que là, il y a un truc très très différent. Enfin non, il y a un truc même pareil, parce qu'on se dit, oh, de toute façon, si Le Pen, elle arrive au second tour face à Macron, on se disait ça en 2022, elle perdra, hein, on le sait. Et oh, bah si Mélenchon, il arrive au second tour face à Macron, bah il perdra, on le sait. Bon, au moins, ça sera la gauche. Voilà, on se disait des trucs comme ça. Et bah là, il y a presque un truc comme ça, quoi. Il y a presque un truc comme ça, on se dit, oh, bah si Mélenchon, il arrive face à Bardella, il perdra de toute manière. Mais par contre, si c'est un Édouard Philippe, pas forcément. Donc il y a un truc qui est différent par rapport à 2022, mais je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Intéressant tout ça. Intéressant. Je sais pas comment tout ça va se goupiller, mais moi quand je vois ces sondages-là et les sondages précédents, je me dis il y aura quelque chose de cet ordre-là. Je pense que là, il est gonflé de fou le score de Bardella, il fera pas 36 à la fin, ça me paraît gigantesque. Mais voilà, le graphique dit Hollande. Le saint graphique a parlé. Le saint graphique a touché de sa grâce le cerveau des gauchistes sur Internet pour leur dire que François Hollande sera candidat de la gauche molle. C'est possible que Glucksmann soit trop nul, que Hollande parte à la place de Glucksmann, c'est pas impossible. Hein. Est-ce que Hollande pourrait avoir une dynamique autour de lui pour agréger le bloc central? Pas forcément sûr. Est-ce qu'Horizon pourrait le faire? Pas forcément sûr. Mais justement, hein, si le bloc central se scinde en deux, pour moi c'est Bardella-Mélenchon second tour. Je vois même pas comment ça peut se passer différemment si le bloc central se vote en deux, se scinde en deux vraiment. S'il n'y a pas un candidat qui arrive à agréger le bloc central, pour moi, Bardella-Mélenchon, c'est déjà plié quasiment. Bon, après, c'est ma théorie, hein, je prenais pas ce que je dis pour argent comptant, quoi. Enfin voilà, du coup, tout ça est assez intéressant. À voir comment ça se goupille, hein. La prophétie. À la fin, ça sera eux ou nous, les gens. Bah oui, ça fait longtemps qu'il dit ça un peu, Méluche, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, voilà, hein, ça n'a pas attendu le graphique de position revue pour se dire je pense que RN versus LFI nous pend au nez pour 2027. Moi, je me souviens que déjà en 2022, je m'embrouillais avec mon daron à table parce que je disais ça. Et j'étais loin d'être le seul, je veux dire, j'étais très très loin d'être le seul. Hein. À un moment donné, en fait, dès que Macron a pas réussi à avoir la majorité à l'Assemblée nationale après les législatives 2022, après la NUPES, en fait, il y a plein de gens qui se sont dit, la Macronie est en perte de vitesse. À côté de ça, la gauche LFI est quand même solide de fou, avec un vrai projet. Le RN est incontournable en France, hélas. Donc il y a un monde où ça finira en mode LFI versus RN en 2027. Hein. Je veux dire, dès 2022, dès août 2022, il y a plein de gens qui avaient cette analyse en réalité. Voilà. Merci pour les nombreuses réponses sur Villepin. Ah oui, il n'y a pas Villepin là-dedans. Villepin, il pourrait foutre un peu la merde là-dedans. C'est vrai. Dans le bloc central particulièrement. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi,
Je vous disais l'autre jour, en mode, si je devais parier 1000 euros, si je devais parier 1000 euros sur le second tour en 2027, en mode c'est quoi pour toi le plus plausible, je dirais Bardella-Mélenchon. Pour moi, c'est premier degré. Et je dis pas ça en mode on peut y arriver les gars, on va la gagner cette présidentielle. Je dis pas ça pour faire le gauchiste en réalité. Hein. Je dis vraiment pas ça pour faire le gauchiste. Mais je pense sincèrement que l'issue la plus plausible au premier tour de 2027, c'est Bardella-Mélenchon. Je pense que c'est ce qui est le plus plausible. Je suis loin d'être le seul à le penser. Hein. Même Jean-Michel Apathy sur Quotidien, il a dit que c'était loin, loin, loin d'être impossible. Quoi. Voilà. Par contre, en cas de Mélenchon-Bardella qui gagne le second tour, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. Ou alors en tout cas, mais moi c'est ça le truc, c'est que si Bardella-Mélenchon c'est le second tour le plus plausible, je pense que côté Mélenchon et côté LFI, il faut d'ores et déjà maintenant tenter de créer les conditions d'une victoire au second tour et se concentrer limite sur le second tour plus que sur le premier. Et pour ça, il faut jouer les républicains, quoi. Il faut jouer le vieux sage républicain, Papy Méluche, apaisé, va réparer la République meurtrie par Macron. Parce que lui, c'est un vrai démocrate. Moi, je pense que c'est la strat. Hein. Je pense que c'est la strat si vraiment Mélenchon il veut gagner une présidentielle, je pense que c'est la strat. Et là, c'est pas trop sa strat ces derniers jours, hein, donc à voir. À voir. D'où la panique et les attaques que subit LFI. Alors bon, ça va pas commencer maintenant, hein, la panique et les attaques que subissent LFI. Mais oui, il y a de ça. Il y a de ça. C'est une strat de second tour, pas de premier. Oui, mais en fait, moi j'ai l'impression que la strat pour le premier tour, elle a déjà été mise en place en fait. LFI et Mélenchon, ils sont ultra identifiés. Ils sont solides. On sait ce qu'ils font. On sait qui ils sont. Je pense que le Français moyen a compris ce qu'était la France insoumise, le projet et la force aussi du projet. Vous voyez ce que je veux dire? Si le but de gagner le premier tour, c'est de bien jouer la conflictualité, machin bidule. Enfin, Mélenchon, ça fait 15 ans tout le monde le connaît. Ça fait 15 ans qu'il se présente à la présidentielle. Il est identifié par rapport à ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas tant de choses à faire que ça côté LFI pour leur premier tour, à part faire une belle campagne comme ils sont habitués à faire. C'est plus le second tour qu'il faut préparer maintenant, s'il y a des ajustements à faire. C'est mon avis. C'est mon avis. Parce que voilà quoi. Il doit devenir Pépé Mourica. Exactement. On est loin d'être le seul à le penser avec Onibakou. Hein. Mais à voir. La strat premier tour, elle date du NFP. Ils ont pris 2 ans pour se positionner clairement en rupture de Macron. Oui, voilà. La gauche de rupture par rapport à Macron. Je veux dire, ça va. Ça commence à être bien ancré quand même. Ça commence à être bien ancré chez les Français, vous voyez. Je sais pas. Jouer la carte du programme et choper les indécis qui votent RN. Je sais pas exactement. Parce qu'il y a toute une partie de l'électorat RN, notamment dans la ruralité, etc. Je pense qu'ils voteront pas Mélenchon, point à la ligne. Ils voteront pas Mélenchon tant qu'ils n'ont pas été déçus par le RN. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein, c'est. Les fâchés pas fachos, ils voteront RN, quoi qu'il en soit. Je veux dire, il y a un truc où maintenant c'est devenu hégémonique dans certains coins de France de voter RN, quoi. C'est devenu presque un vote d'affirmation de son identité de la ruralité. En mode, ces putains de citadins de ces morts là, ils allaient se faire enculer. Moi je suis fier, je vote Marine. Il y a vraiment ça, hein. Il y a vraiment ça. Et eux, c'est pas en 2027 qu'ils vont tourner Kazakh, vous voyez? Par la suite, possible. Et je sais pas si c'est uniquement par des discours qui vont changer d'avis en vérité. Faudrait peut-être. Ça sera sur le temps long. Je ne sais pas. Pareil, le truc de réservoir d'abstentionnistes qui vont sortir du bois pour voter Méluche. Moi, j'y crois pas. Hein. Je suis désolé. Hein. Ça, c'est. D'ailleurs, ils parlent de moins en moins de ça, LFI, pour une simple et bonne raison, c'est que les législatives en 2024, les abstentionnistes qui sont sortis du bois, ils ont voté LFI, ils ont aussi voté RN. En fait, ça a pas changé franchement le truc. Abstentionniste, c'est la vraie strat? Bah, je pense pas. Je pense que dans les abstentionnistes, il y a autant de gens prêts à voter RN que de gens prêts à voter Mélenchon. Après, je pense que dans les abstentionnistes, il y a peu de gens prêts à voter pour les macronistes et les centristes, pour le coup. Parce que c'est les déçus de la politique. Mais la strat, il y a plein d'abstentionnistes qu'il faut aller chercher. Oui, les abstentionnistes, ils peuvent aussi aller du côté du RN autant que du côté de LFI. Hein. Je pense que c'est 50-50. Les abstentionnistes qui sortent du bois, ça peut aller vers le RN comme vers LFI. Genre, il n'y a pas de. On sait pas. Hein. Là-dessus, faut faire gaffe, je pense. Faut pas être trop sûr de soi par rapport à ça. Quand on regarde les législatives 2024, voilà. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. C'est pas moi qui le dis. Je dis ça parce que regardez l'entretien de Benoît Coquart, là, qui a écrit Ceux qui restent, qui a fait toute une enquête sociologique sur le vote RN dans la ruralité, etc. etc. Il est en mode, bah moi j'y croyais aux abstentionnistes, et en fait, de plus en plus, je me dis, à voir. C'est juste aussi un truc, hein. C'est horrible, hein. Mais juste la gauche n'est pas majoritaire en France, dans ce pays. La droite est plutôt majoritaire en Occident, de manière générale. Est-ce qu'on peut même structurellement gagner? C'est même pas sûr, hein. C'est même pas sûr. Voilà. Il y a aussi ça. Ça, c'est Michel Fer aussi qui le dit. Bah, voilà, je dis ça. Ça se voit que j'ai maté Michel Fer et Benoît Coquart dernièrement leur entretien. Michel Fer, il le dit depuis longtemps. Il est en mode, bah peut-être qu'effectivement, il faut admettre qu'à gauche, on n'est pas majoritaire. Et si c'est ça, bah ainsi soit-il. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner, mais voilà quoi. La clé, c'est la jeunesse, elle emmerde le Front National. Bah, de moins en moins. Hein. Pareil, la jeunesse, elle est de plus en plus clivée. C'est en mode, limite, c'est du 50-50. Soit ça vote Bardella à Bâle, soit ça vote Méluche, quoi. Ça vote pas trop macroniste dans la jeunesse, certes.
Mais pareil, hein, la jeunesse emmerde le Front National, bah plus trop en fait. Hein. Plus trop. Plus trop. Les abstentionnistes, ils vont aller voter à gauche s'ils se mettent à voter. Bah pas forcément, ils vont peut-être voter RN aussi en fait. C'est ça le truc. Enfin, je veux dire, faut bien quand même prendre la mesure de ce qu'est le RN en France actuellement, quoi. Il y a un monde où peut-être on va se faire baiser, même en faisant de notre mieux, peut-être qu'on gagnera pas à la fin. Vous voyez? Parce que le RN est en train de tout prendre, quoi. Est en train de, enfin, on peut pas parler de fascisation, on peut pas parler de montée de l'extrême droite, on peut pas dire oh regardez ça sent bon les années 30 et là c'est ce qui se passe en ce moment, tout en étant à moitié d'élu sur le RN, quoi. Le RN est en train de tout rafler, quoi. Il faut en avoir conscience. Ce qui veut pas dire qu'il faut abandonner, faire l'autruche et puis juste arrêter de lutter, etc., etc. Mais voilà. Peut-être qu'il y a un monde où juste la gauche est trop minoritaire dans ce pays pour l'instant. Et voilà. La propagande médiatique est trop forte. C'est même pas qu'une histoire de propagande médiatique en réalité. Hein. Faut pas croire que les électeurs RN, c'est juste des vieux schnocks débiles qui regardent CNews 8 heures par jour comme ça en mode genre ils ont raison. C'est des raslards, certes, mais pour des raisons parfois qui sont bien plus complexes que juste dire oh, ça c'est la faute à Bolloré. Si on n'avait pas Bolloré, il n'y aurait pas de vote RN. Pas si sûr que ça. Hein. PTDR, si. Bah écoutez, je vous invite tous à aller regarder l'entretien de Benoît Coquart chez Mediapart. Peut-être que vous changerez un petit peu d'avis par rapport à ça. Voilà. Alors, sauf si vous boycottez Mediapart, mais alors vous vous privez d'un très bon entretien, si vous voulez mon avis, si vous faites ça. Bref. Alors, il y en a des débiles lobotomisés à CNews. Mais je veux dire, on peut pas résumer le vote RN uniquement à ils sont lobotomisés par CNews, quoi. 2002, il n'y avait pas CNews, voilà. Ça remonte le vote RN, ça a des racines. Oui, voilà, c'est ça. Il m'a pas convaincu. Bah écoutez, continuez d'être convaincu par des youtubeurs mid qui vous vendent du copium 8 heures par jour plutôt que par des sociologues qui ont fait des enquêtes pendant des années sur le terrain. Écoutez, faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. En tout cas, en conclusion, je dirais quand même que le bar de la Méluche, là, il nous pend au nez très très fort. Et dans tous les cas, on verra. Hein. Quand je dis youtubeur mid, je m'inclus dedans. Hein. Je m'inclus dedans. Hein. Je m'inclus dedans. Hein. Moi aussi. Hein. Moi aussi, je suis un demi-habile, etc., etc. Je veux dire, par rapport au travail qu'a fait un mec comme Benoît Coquart, je vais pas me dire oh bah chacun son analyse. Ou là, moment, on peut essayer de se baser sur des faits et sur des gens qui ont fait un travail avec une approche même scientifique, quoi. Une approche de chercheur. Plutôt que de dire moi je pense que non. Vous voyez ce que je veux dire? Fais le report des voix au second tour pour qu'on pleure un peu. Non, je vais pas faire ça. Ça serait trop désespérant. Déjà, c'est dead quand on voit ce graphe, non? Ce graphe-là, non, c'est pas dead quand on voit ce graphe-là. C'est jamais dead, ça veut rien dire. La politique, ça peut aller très très vite. Hein. Il peut y avoir des moments où t'es en mode genre, mais what the fuck, personne s'y attendait à ça. Hein. Déjà, Macron, qui aurait parié que Macron, sorti de nulle part quasiment, devienne président en 2017? Qui a pu parier que les gilets jaunes fassent un tel bordel du jour au lendemain? Là, en politique, il n'y a jamais rien de dead. Hein. Il peut y avoir des grandes surprises et des moments de bouleversement que personne n'a vu venir. C'est le principe de la politique. Hein. Sans ça, ça serait vraiment déprimant de chez déprimant. Disons que, bon, c'est un peu la merde, on va pas se mentir, mais ça veut pas dire qu'il faut perdre espoir, quoi. Voilà. Quand même. Surtout que Bardella est sûrement surévalué. Oui, mais même en étant surévalué, il est favori pour moi, il est favori. Mais après, voilà, ça veut pas dire qu'il va gagner. Ça veut pas dire qu'il va gagner. Parce que ça reste le RN, il y a plein de gens qui aiment pas le RN, malgré tout, encore maintenant. Voilà. Mais disons que la base RN, la base de conviction du RN, elle est massive, quoi. C'est un tiers des Français, quasiment. Pour moi, en termes de pur vote de conviction, c'est celui qui a la plus grosse base, quoi. C'est quoi l'entretien sur Mediapart? C'est avec Benoît Coquart. Benoît Coquart sur Mediapart, un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ceux qui restent, un bouquin d'enquête sur l'ancrage, les racines et l'ancrage du vote RN, notamment et principalement dans la ruralité. Voilà. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Voilà, branchez-vous Michel Fer et Benoît Coquart si vous voulez comprendre ces dynamiques-là. Trop fort. À la fois le prodicérisme racialisé, le concept de Michel Fer, plus tous les travaux de Benoît Coquart, ça donne une bonne idée un peu de qu'est-ce que c'est que ce vote RN dans la ruralité, etc., etc. Et en vrai, déjà, juste l'anti-assistanat. Comment dire, cette espèce de truc d'anti-assistanat, à dire nous, on n'est pas des assistés, nous, l'État, on n'en attend rien. Nous, on travaille, on se bouge le cul, on n'est pas des assistés. Les assistés, en plus, on sait qui c'est les Noirs et les Arabes dans les banlieues. Déjà, rien que ça, si t'arrives un petit peu à saisir ce truc-là, ça aide beaucoup à comprendre un petit peu comment peuvent fonctionner aussi ce vote-là. Et voilà. Il bosse juste à côté d'où je bossais, Cocard. Ça se trouve, je l'ai croisé sans savoir. Ok. Alors que la moitié touche le chômage ou le RSA, bref, même pas forcément la moitié. Hein. Mais justement, c'est un peu. Enfin bon, voilà. Tu penses que même si Marine avait pu aller à la présidentielle, elle aurait eu plus de chances que Bardella en comparaison? Je sais pas du tout. Bon, bref, voilà. Bon, en tout cas, nique le RN, hein, quoi qu'il en soit. Je pense que je vais uploader ça sur YouTube, ça fera une petite capsule intéressante.